Anne Darlvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. Recouvrez son autonomie via le slow web avec Plume. Dans cette seconde partie de notre entretien, Plume nous présente son dernier roman et son recueil de nouvelles en préparation, dans lesquels il explore le lien entre la conscience et la technologie. Il nous décrit aussi le protocole Gemini, ou comment retrouver une autonomie et du sens dans son usage d'un web simplifié et élémentaire, le slow web. Tout ça encourage un comportement complètement hypocrite de l'apparence. Donc, on fait une selfie qu'on poste immédiatement pour dire qu'on s'amuse. Je me souviens, ça m'avait marqué. La première fois que j'ai vu ça, il y a des années, on devait être en 2010, je crois, un truc comme ça. Donc, quelqu'un une connaissance je connaissais vaguement, c'était l'ami d'un ami, qui s'ennuyait à une fête et qui était dans le coin et disait celui-là il est pas drôle. Puis à un moment on a fait il a pris son téléphone, il en a fait un selfie, on a dit ouais, il nous a montré la photo, elle était super et il l'a posté immédiatement en ligne. Et puis il est retourné s'asseoir dans son coin. Et donc voilà, ça pose des questions sur j'aime pas ce mot-là, mais sur qu'est-ce qu'on veut, j'allais dire vraie vie, mais en fait non, la question c'est qu'est-ce qu'on veut vivre réellement et qu'est-ce que nous volent littéralement les plateformes. Et ma réponse c'est, la première réponse qui nous vole, c'est le temps. On a, si vous écoutez ce podcast, vous avez certainement, si vous avez vraiment beaucoup de chance, maximum je crois 2 milliards et demi de secondes à vivre. Chaque seconde qui est volée, finalement, c'est un capital quand même. C'est important. Et donc, on nous vole le temps. On nous vole également la capacité de concentration, donc de réflexion. Alors, le nombre de personnes qui me disent « Ah, moi j'adorais la lecture, mais ça fait 3 ans que j'ai plus lu un livre. » Moi, ça m'effraie. Moi, je sais pas lire. Ça. Oui, alors, j'y arrive plus. Je me mets devant le livre et j'y arrive plus. Ben oui, si on a le livre et le téléphone à côté, forcément, c'est dur. Donc, voilà, c'est tous des trucs qui sont inquiétants. Donc, je ne généralise. Oui. Non, mais je ne veux pas généraliser parce que je ne veux pas juger ce que chacun vit, je ne le sais pas. Je peux juste témoigner de ce que moi je vis et par mes lectures scientifiques et académiques et des expériences scientifiques qui sont faites, on peut dire que ce que je vis n'est pas un cas isolé. Il y a une généralisation qui peut être faite, il y a vraiment une génération qui souffre de ce problème. Donc ici, voilà, c'est super important, surtout ici en devenant papa. La question s'est posée pour les enfants. Comment est-ce qu'on va gérer ça ? C'est quelque chose où moi, mon adolescence ou une partie de mon adolescence qui était vécue devant un ordinateur 386, mais qui était connecté à rien, où j'ai chipoté pour essayer de faire tourner des jeux, pour programmer mes propres jeux avec le Science et Vie Junior qui donnait les codes que je recopiais à la main, parce que je peux donner peut-être un exemple qui me parle beaucoup, parce que je montre à mes enfants, vous connaissez certainement le jeu Monkey Island. Alors, ceux qui connaissent pas, il y a Monkey Island, il y a Day of the Tentacle, Maniac Mansion, Full Throttle. Ouais, voilà. Alors, mais si vous êtes, voilà. Mais c'est des jeux que je trouve magnifiques parce que c'est des jeux qui demandent aucune dextérité, donc c'est pas qui demandent aussi il y a aucune compétition temporelle, c'est-à-dire qu'on peut prendre tout le temps du monde. Monkey Island a même innové dans le sens qu'on peut pas mourir. Donc on peut faire tout ce qu'on veut dans le jeu, on peut passer des heures et on doit essayer de résoudre les problèmes pour avancer dans le jeu. C'est hilarant parce que quand on est bloqué,
quand j'étais ado, quand on était bloqué, on passait des heures et des heures et des heures et des heures à refaire les mêmes choses, à essayer de comprendre. Je me souviens d'avoir joué avec un ami à un autre jeu, mais là qui était plus effrayant. Il s'appelle le The Seven Guests, où on joue le rôle d'un fantôme dans une maison, on doit résoudre des énigmes, et on était bloqué, et il avait réussi. J'allais chez lui tous les week-ends pour jouer au jeu, et il avait réussi à obtenir un magazine allemand avec les solutions, mais ni lui ni moi ne parlions allemand. Alors on était là face au magazine avec les captures d'écran. Il n'y avait pas Google Translate, et on était là tous les deux en train d'essayer de déchiffrer pour avancer dans le jeu. Et aujourd'hui, en fait, je rejoue au jeu parce que je le montre à mes enfants. Je rejoue à Monkey Island. Je me rends compte que c'est hyper dur d'y jouer parce que on sait que un clic à côté et on a la solution sur Internet. Alors c'est super dur d'être frustré. Tiens, mais je vais pas passer 3 heures de ma vie à faire aller le personnage dans tous les coins alors que je pourrais juste aller sur Internet. Et donc jouer au jeu, soit a perdu son intérêt parce que si on suit la solution, en fait, ça n'a aucun intérêt. Soit est devenu hyper dur parce qu'en plus de jouer, en plus de la frustration de pas y arriver, il faut se concentrer de résister. Et ça, c'était psychologiquement prouvé. Hein, mettez un chocolat devant un gourmand, mettez une cigarette devant un fumeur et dites-lui, tu peux pas le prendre. Ça épuise le cerveau littéralement. Et il y a un moment où, quoi qu'on fasse, on est fatigué, on craque. On voit que tu es un grand lecteur, mais tu es aussi un auteur. Hein, et au-delà de ton blog, tu as publié, en continuité de ton blog, tu as publié récemment, en 2020, un thriller cyberpunk. Printer, c'est ça? C'est la même expérience que tout ce que tu nous racontes ou c'est encore complètement autre chose? Non, c'est vraiment c'est poussé à l'extrême, c'est le monde cyberpunk, donc c'est un roman qui va explorer vraiment l'hypercapitalisme, à la fois dans les dérives publicitaires, mais dans les dérives aussi esclavagistes, hyper consuméristes et hyper surveillance algorithmique. Ça a été écrit comme un feuilleton, donc ça se veut. Tous les lecteurs d'ailleurs sont unanimes là-dessus, c'est que voilà, c'est un page turner. Voilà. C'est évidemment, ma femme dit oui, en fait, on a l'impression de lire tes conférences les unes à la suite de l'autre parce qu'il se passe plein de trucs, mais c'est tout ce que je dis toujours. Moi, ce que j'ai bien aimé. Mais ça reste un roman, c'est pas un essai. Ah oui, non, c'est un pur roman, c'est pur de science-fiction glauque. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que j'explore plutôt aussi le côté philosophique du lien entre la conscience et la technologie. Donc voilà, si des lecteurs si vous le lisez et le sujet vous intéresse, soyez un peu attentif à ce rapport que j'explore de manière un peu justement en filigrane. Et je me permets de faire une annonce ici. Je vais publier cette année un recueil de nouvelles chez le même éditeur. L'éditeur, c'est PVH, c'est Plaisir et Valeurs d'Histoire. C'est un éditeur suisse qui est très intéressé par tout ce qui est nouvelles technologies, mais c'est un éditeur de genre, donc il se concentre sur le fantasy, science-fiction. Et il m'a demandé un recueil de nouvelles. Certaines de ces nouvelles sont issues de mon blog, elles ont été retravaillées, d'autres seront inédites, et il y a quand même un énorme... Alors certaines des nouvelles sont plus des nouvelles de jeunesse, entre guillemets, mais il y a vraiment un rapport justement à tout ce qu'on vient de parler, qui se retrouve dans les nouvelles, dont une nouvelle qui est la toute première nouvelle que j'ai entièrement tapée à la machine à écrire, parce que désormais je tape à la machine à écrire pour pouvoir me concentrer. J'appelle ça ma machine à penser. Et donc voilà, c'est un peu la boucle est bouclée. Il y aura des nouvelles qui ont été commencées sur le 386 de... Non, je crois pas, non, quand même pas, parce que dans ces textes-là, je les ai quand même... Non, mais des nouvelles qui ont été commencées dans la chambre, l'ordinateur de mon père, qui était un Pentium 2 ou un truc comme ça, et qui m'ont accompagné tout le long, jusqu'à maintenant mon retour à la machine à écrire. Donc c'est un peu un voyage à travers mon itinéraire d'écriture. Et ça, je crois que ce sera pour la fin de l'année. La fin de l'année 2022. Parfait. Ce que je me demande, c'est, tu parlais du protocole Gemini, il faudra un peu expliquer ce que c'est. Est-ce que c'est
C'est un peu la même chose, non, cette idée du small internet, un peu comme une tentative de recréer un peu celui des fondateurs qui aurait été volé par les big tech, ou c'est même aller carrément dans une nouvelle direction, mais avec plus de simplicité, de clarté et d'autonomie aussi? En fait, ce qui est beau avec Gemini, c'est que il regroupe justement des tas de motivations qui peuvent être très différentes. Je pense que un des concepts essentiels d'Internet, c'est d'échanger du texte. Et aujourd'hui, tout est passé par le web. Et le web permet d'échanger essentiellement du texte avec des images et des liens. Et vous pouvez réfléchir ce que vous voulez. Si on considère que on rajoute les vidéos et les sons, mais globalement, on ne fait que ça, échanger du texte et des sons et des images. Mais on a rendu ça d'une telle complexité. À chaque fois que vous vous rendez sur un site web, il faut apprendre le site web comme un nouveau logiciel qui a été développé. Quand vous voyez les couches qui se mettent aujourd'hui juste pour afficher un message, les frameworks de JavaScript qui sont rendus dans le navigateur, on fait tourner dans votre navigateur un véritable operating system pour faire tourner du code, pour finalement afficher du texte qui est rendu, grâce à toutes ces complexités, à la fois beaucoup plus lourd, beaucoup plus lent et surtout illisible, parce que on profite de cette complexité pour vous mettre justement des pop-up, des machins, des animations. Au lieu d'avoir un long texte, mais on met par page, comme ça en plus ça rajoute le nombre de clics, parce que bref, on sait plus lire simplement. C'est devenu tellement difficile de lire en ligne que il y a une série d'applications qui existent pour lire le contenu des sites web. Donc, on a tous des métiers du web qui servent à complexifier le texte pour l'enrober dans un paquet le plus compliqué possible. Et puis à côté de ça, on a des gens qui développent des applications qui vont essayer d'ouvrir le paquet pour aller vous rechercher le texte. Des pockets ou à la bague et tout ce genre de choses. Le mode readability sur Safari. Ouais. Et ben Gemini, l'idée c'est est fortement inspiré par Gopher, qui était un ancêtre du web, mais qui était basé sur au lieu du HTML sur du texte brut. Et donc c'est de dire, on prend du texte brut et on autorise juste du texte brut et des liens. Et alors c'est ça qui est magique, c'est que du coup, quand on poste sur Gemini, on se concentre juste sur écrire du texte. On se fout de la mise en forme des images et tout ça, on écrit du texte. Donc le réseau Gemini est rempli de gens qui juste écrivent du texte. Et quand on lit sur Gemini, on sait qu'on va lire du texte. Et on règle son navigateur Gemini, ou dans le cas quand il est dans le terminal, comme dans mon cas, on règle son terminal pour avoir la police qu'on aime bien, les couleurs qu'on aime bien, et tout se passe là-dessus. Et c'est d'ailleurs comme ça, inspiré par Gemini, en fait, que j'ai développé Offpunk. Au départ, Offpunk n'était qu'un fork d'un navigateur Gemini, il ne fonctionnait que sur Gemini. Et ça marchait tellement bien que, en fait, je me suis dit, tiens, je vais voir si je peux écrire un moteur de rendu HTML qui transforme le HTML en texte. J'ai écrit en un week-end un moteur de rendu HTML. Alors évidemment, il n'est pas il transforme la page web en texte qui s'affiche dans un terminal. Et ça fait depuis 5 mois que je lis tout le web dans un terminal. Et c'est assez passionnant parce que je lis les choses, je perçois aussi le manque de profondeur. Et alors que c'est affiché de la même manière, je sais souvent dire si je suis sur un site web ou sur Gemini, parce que généralement, sur un site web, surtout sur les choses plus récentes, les textes sont beaucoup plus courts, et en fait, on le lit, et puis c'est tout. Par contre, si j'ouvre Firefox, je me connecte, je vais voir Firefox, je vais voir la page, et là je me rends compte, en fait, c'est le même texte, mais avec plein de brolles dans tous les sens et tout ça. Ils peuvent, à l'époque, dans les années 20, vous étiez en panne au milieu de la France, vous alliez chez le premier forgeron du coin qui regardait, on va essayer de vous souder un truc pour faire fonctionner, et on va tordre l'arbre à cam, on va bricoler, quoi. Et je crois qu'il y a ce besoin de retrouver du sens. Il y en a qui le retrouvent notamment en faisant du jardinage, en cultivant leurs légumes, de ce qu'ils mangent, de retrouver du sens plutôt que de voir que tout est derrière un grand plastique cellophane magique
Mhm. Et ce sens, en fait, on le retrouve non pas en remplissant, mais plutôt en vidant. Je crois en vidant parce que du coup on retrouve on retrouve un niveau de compréhension humaine. Bon, on parle souvent, c'est un truc marketing qui m'énerve quand les entreprises disent qu'elles sont de taille humaine. Elles sont toutes de taille humaine, hein, c'est quand elles le présentent, mais c'est que en fait c'est que humainement il est possible de le comprendre, de comprendre ce qui se passe. Et l'ordinateur, c'est déjà une telle merveille de complexité. Un processeur est simplement impossible à comprendre pour un être humain. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on rajoute de la complexité? En fait, plus on rajoute de la complexité, moins on a de return de bénéfices sur cette complexité. Et je crois qu'on a passé un cap avec le web où la complexité est devenue morbide, néfaste. Donc la complexité non seulement n'apporte plus rien, mais détruit en fait. Et ça c'est un truc qui est bien connu de tous les théoriciens du travail. David Graeber en a parlé avec Bullshit Jobs et tout ça. C'est que on est dans une période où on doit créer de l'emploi, et comme la seule manière de créer de l'emploi, c'est d'être le moins efficace possible. Parce que si on est efficace, c'est fait. Et on est devenu tellement efficace que la seule manière de créer de l'emploi, c'est d'être non pas inefficace, c'est d'être contre-efficace. C'est d'aller détruire ce qui est fait. Et par exemple, je me souviens d'une étude qui m'avait marqué à l'époque, ça avait montré que pour un travailleur intellectuel, au-dessus de 20 heures de travail intellectuel par semaine, il rentre dans une zone de travail négatif. C'est pas que son travail devient inutile, c'est que son travail devient positif, donc devient négatif, commence à aller contre ce qu'il fait. Et un travailleur intellectuel qui travaille 40 heures semaine a un rendement nul. Un travailleur intellectuel qui travaille 60 heures semaine est un asset négatif pour l'entreprise. Parce que mais la première chose qui foire dans le cerveau, c'est la capacité de se rendre compte. C'était une étude qui avait été faite sur des milliers d'individus, j'ai plus les références là, pas sous les yeux, mais qui montrait, ils avaient suivi des milliers d'individus pendant 10 ans avec des tests de performance, machin et tout ça, et ils s'étaient rendu compte que littéralement 0,3% de la population était capable de se concentrer plus de 20 heures par semaine, et que 95% de la population était certaine d'être dans les 0,3%. Formidable. Donc d'un côté on nous vole notre attention, et de toute façon on nous demande, on doit prétendre être concentré alors que c'est juste pas possible, hein. Quand vous passez 8 heures devant un PC par jour, c'est complètement con et crétin. Et en plus, c'est 8 heures devant un PC par jour, mais avec 3 réunions qui sont espacées de manière optimale pour empêcher toute tentative de concentration. Ce qui explique également pourquoi on préfère passer du temps sur Facebook, parce que, moi personnellement, c'est hyper douloureux d'être interrompu. Quand je suis dans mon espèce de flow, là où je sens qu'il y a c'est hyper douloureux si je suis interrompu à ce moment-là. Si mon téléphone sonne, ou si mes enfants rentrent, c'est l'horreur. Du coup, je suis un peu peut-être vraiment extrême à ce niveau-là, mais du coup, je me rends compte que quand on sait qu'on va être interrompu, quand on sait que les enfants vont rentrer dans une demi-heure, je vais pas rentrer dans un processus intellectuel. Qu'est-ce qu'on fait? C'est plus facile d'aller voir. Tiens, est-ce qu'il y a des nouveautés? Alors on a tous notre point faible, hein. Je pense que l'actualité tech parle beaucoup aux geeks, hein. Les Hacker News, machin et compagnie, Reddit. Alors on critique Facebook, mais on va sur Reddit. Voilà, je pense qu'on a tous nos trucs, et puis finalement on a critiqué Twitter, et puis on se retrouve sur Mastodon à faire exactement pareil, mais on est entre nous. Donc oui, c'est une problématique complexe. Moi de mon côté, j'essaye d'abord essayer de voir la poutre dans mon propre œil, avant d'émettre des jugements définitifs sur ce que font les autres. Là où je crois que je peux émettre des jugements, c'est sur ce que font les entreprises. J'ai assez d'expérience dans les entreprises et j'ai assez de documentation. Et donc à la fois individuellement, comment est-ce qu'on peut lutter individuellement, et après les autres questions, c'est comment est-ce qu'il faut lutter
en termes de société? Ça, c'est encore une beaucoup plus vaste question. Si des auditeurs veulent poursuivre un peu cette réflexion, le mieux c'est de s'abonner à ton blog. Hein. Alors oui, donc soit par RSS, soit par newsletter, parce que du coup j'ai supprimé tous les réseaux sociaux. Et ça m'a fait un bien fou ça, parce que du coup je ne vois plus. Alors la newsletter, je vois le nombre d'abonnés. Ça c'est, je rêve d'une newsletter où je vois même pas le nombre d'abonnés. Ça, je vais essayer de mettre en place parce que il y a quand même un côté où quand on s'abonne à ma newsletter, ben ça fait un petit plaisir. Ah, quelqu'un s'est abonné. Alors, par contre, et les systèmes de newsletter sont hyper vicieux dans le sens que j'ai dû désactiver des tas de trucs pour éviter que les gens soient traqués. J'ai dû désactiver des tas de trucs pour ne pas être prévenu chaque fois que quelqu'un s'abonnait, pour ne pas être prévenu chaque fois que quelqu'un se désabonnait, pour désactiver les tentatives de réabonner les gens désabonnés. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes désabonné à ma newsletter, moi, j'ai la liste des gens désabonnés. Alors, en fait, périodiquement, je me connecte et je fais sélectionner tout et j'efface les gens désabonnés parce que voilà, il veut plus être là. Mais c'est difficile à mettre en place. Mm-hmm. Alors, d'où l'intérêt des RSS. Ah voilà, les RSS, c'est quand même, c'est le truc génial. Marche comme voilà, le RSS pour moi est vraiment le truc. C'est pas un hasard si ça a été vraiment tué par Google alors que ça fonctionnait super bien sur Google Reader. C'est que ils existent encore, mais il faut aller les chercher. Alors je signale que mon navigateur Offpunk permet de s'abonner à des flux RSS. Voilà, c'est pour ça que je fais tout. Non, et en fait c'est tellement efficace que j'utilise maintenant la page RSS. La page RSS s'affiche comme une liste d'articles dans Offpunk et j'utilise le flux RSS comme pour naviguer sur les sites. Les sites web les pages d'accueil sont super mal foutues. Donc quand vous arrivez en mode console sur une page d'accueil, généralement c'est illisible, mais je vais voir le flux RSS et du coup ça s'affiche comme une liste d'articles et je peux aller les lire un par un, les rajouter dans mes favoris, les rajouter dans mon tour, c'est une fonctionnalité. Et en fait je me rends compte, il y a moyen de vivre quasiment que par RSS. Il y a même dans le principe du small web, il y a un nouveau principe que j'ai découvert qui s'appelle le principe Shinobi, qui consiste à faire des sites web uniquement dans le flux RSS. Donc il n'y a plus de pages HTML liées. Toute l'information est dans le flux RSS pour que les gens puissent uniquement ceux qui sont au courant de l'adresse RSS et qui savent comment utiliser un flux RSS peuvent aller lire le contenu. Il faudra que j'aille voir. Il faut chercher Shinobi RSS. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.